Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité crypto, donc numéro 33. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude du VeChain, de Ripple, de VV Digital Collectible et Ecomi, mais également de Ultra. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on verra les actualités crypto plus générales. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Et également, je finirai la vidéo sur une petite nouvelle, on va dire, de l'actualité géopolitique économique, parce qu'on verra que ça aura des impacts forcément sur l'inflation à la rentrée donc de septembre 2023. Voilà les amis, et bien sinon, je vous invite à aller plus loin et à continuer avec un petit trailer. Je continue avec le VeChain, premièrement comme d'habitude. Donc regardez, là j'ai une petite information avec Nano G-Clean. C'est-à-dire, là, en fait, la fondation VeChain, notamment en Chine, qui a mis une petite information relayée par Eric de VeChain, mais surtout qui a été relayée, vous allez voir, je vais vous montrer, par la fondation VeChain, comme vous voyez ici. Et comme ça a été retweeté par la fondation VeChain, eh bien, on peut considérer que c'est une information qui est validée. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouvais très intéressant dans cette information-là, c'est que Nano G-Clean et donc VeChain en Chine à travers Nano G-Clean, eh bien, met en place, a fourni une solution blockchain pour tout ce qui est l'industrie animale, mais notamment, donc, on le savait déjà, je vous en avais déjà parlé, pour tout ce qui est la nourriture, au niveau de la traçabilité des systèmes, pour tout ce qui était les marques, et même l'industrie alimentaire pour les animaux. Mais surtout, maintenant, ce qu'ils mettent en place, c'est également des puces, notamment NFC, des tags NFC, comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire des scans code barre, si on peut dire, qui permettront en fait d'assurer l'authenticité, la traçabilité, notamment les détails en lien avec votre animal de compagnie, et notamment les records, enfin les datas médicales. Et notamment, imaginez, regardez, je vous montre l'image, donc ce chien vraiment mignon, sympa, tout le monde voudrait avoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens, ils achètent donc ou ils adoptent ce genre d'animal de compagnie très mignon, mais c'est vrai qu'après, quand c'est un peu des charges pour les vacances, ils les abandonnent au milieu de la route. Ça, c'est reconnu, il y a des documentaires là-dessus et tout. Donc, ces gens-là, qui ont vraiment très peu de scrupules, eh bien, il faudrait les punir. Et donc, comment imaginer donc un moyen avec un collier ou alors un système, je sais pas moi, peut-être sur le chien fidèle. Après, il faudrait voir le système pour pas qu'on puisse enlever le collier notamment ou quelque chose comme dans ce genre-là. Eh bien, n'importe qui derrière qui verrait l'animal de compagnie pourrait scanner le code barre présent quelque part sur le collier donc du chien, de l'animal de compagnie, et retrouver toutes les informations en lien avec ce chien, et pourquoi pas notamment les propriétaires ou les derniers propriétaires. En tout cas, de façon à remonter le fil et eh bien, à condamner donc, les propriétaires qui ont abandonné le chien, ou si le chien ou le chat est perdu, eh bien, le redonner en fait au propriétaire. Voilà, donc là aussi, on voit que à travers cet outil-là, à travers ce fait-là, VeChain est vraiment un outil extrêmement puissant, révolutionnaire et qui peut effectivement changer la donne sur cet aspect-là pour l'industrie en fait animale, quelque part. Bon, donc je continue, je vais passer cette fois aux humains, pas forcément mieux, on va dire pas forcément plus intelligent, mais en tout cas, on a un autre système, c'est les passeports digitaux. Donc là, effectivement, on a là carrément la fondation de VeChain qui parle de l'information, et notamment sur effectivement donc les produits en lien avec les passeports digitaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils parlent notamment d'un partenariat qu'ils ont avec Cry, donc on peut ici c'est au niveau des supermarchés. Je crois que c'était à Bogo, alors je sais plus où c'est, j'avoue je sais pas où c'est exactement au niveau de la géolocalisation, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a vraiment un système qui est mis en place, qui a été dévoilé par Eisenreich. Vous avez donc l'entreprise DNV qui est en partenariat avec la fondation VeChain, et bien à travers un système de True My Story Platform, donc c'est vraiment une plateforme spécifique et tout, et bien met en place tout un système pour que les clients en fait soient raccordés quelque part à la blockchain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, eh bien, c'est là où on voit le danger arriver avec le VeChain, c'est qu'on pourra peut-être avoir des supermarchés, notamment des supermarchés comme Cray, ou Cray, je sais pas comment on dit, qui vont mettre en place un système de blockchain OK sur les produits alimentaires. Donc on pourra avoir des informations détaillées près sur tous les produits alimentaires qu'on achète, donc c'est une très bonne chose.
Par contre, ce qui peut être possible également, c'est qu'on ait un système de passeports digitaux et que si vous n'avez pas, si on est dans un pays qui est un peu à cheval, hein, on va dire comme la Chine, qui a son système de crédit de score social, eh bien, si vous n'avez pas assez de points, hein, de catégorie de score social, eh bien, vous ne pourrez pas rentrer dans le magasin puisque vous devrez peut-être scanner un code barre avant de rentrer dans le magasin à travers ce système justement de produits de passeports digitaux qui permettra eh bien, d'avoir des données sur tout l'ensemble de la population des personnes qui rentrent dans les supermarchés. Voilà en fait le monde dans lequel nous avançons. Donc VeChain reste un outil extrêmement puissant, mais justement, c'est toujours ce que je vous dis, c'est le risque du VeChain, c'est qu'il tombe entre de mauvaises mains, parce qu'en plus de base, il est centralisé. Et donc si vous arrivez à détourner le VeChain au niveau de cet outil dans des mains ultra puissantes, dictature, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, eh bien justement, on aura un système où ils pourront permettre avec le VeChain un contrôle via les passeports. Et là, bah, bingo, on est en train de se diriger vers ce monde-là. Et en plus, on a, à côté de ça, on a l'euro numérique qui arrive, le cash plus, pardon, ils appellent plus ça l'euro numérique, ils appellent ça le cash plus. On a même une histoire avec les puces qui seraient implantées dans la peau. Enfin, je vous laisse même pas imaginer tout ça, mais derrière, bah, si c'est la blockchain qui est derrière, le VeChain aura tout le potentiel, enfin, number one peut-être dans ce milieu-là, pour répondre aux besoins de ce système-là. Mais du coup, pour nous contrôler, pas forcément pour notre bien-être. Voilà le risque, effectivement, donc je rappelle, hein, du VeChain là-dessus, ce qui est vraiment dommage. Mais sinon, je continue sur les nouvelles, on va dire, du projet qui, elles, vraiment, sont en train de tout exploser sur leur passage. Hein. Vraiment, c'est un projet top du top en termes d'avancement. Donc, je rappelle, effectivement, j'en avais parlé la semaine dernière au niveau de l'événement, c'est-à-dire du séminaire virtuel qui était organisé par la Fondation VeChain en lien avec donc GS1 US, comme vous pouvez voir ici, et Micromation. Donc ces deux organisations-là. Et je vous rappelle rapidement que GS1 US, c'est un organisme qui fixe en fait les normes à l'échelle mondiale, notamment de tous les codes logistiques. Donc c'est assez énorme. Et Micromation, c'est une entreprise en fait qui est spécialisée dans le consulting technologique, notamment de l'IT, etc. Et donc, là, si on combine tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fondation VeChain, mine de rien, à travers ce séminaire virtuel, en fait, redéfinit carrément à travers la technologie qu'elle révolutionne en elle-même, les codes, hein, tout simplement de la logistique. Donc, c'est quand même assez phénoménal pour voir la puissance de l'outil, de ce que représente le VeChain. Bon. Je continue les amis, donc là aussi notre nouvelle effectivement donc créée par la fondation VeChain directement, c'est qu'il y a un événement qui est prévu à Paris, donc peut-être je vous l'apprends, peut-être vous saviez déjà, qui sont prévus le 2 et 3 septembre et qui sont destinés en fait aux développeurs, notamment en Europe. Et en fait là la fondation VeChain invite tous les développeurs, du moins compétents on imagine, à venir dans cet événement-là pour justement explorer tous je cite, hein, tous les outils powerful, c'est-à-dire puissants, en fait propulsés par la blockchain du VeChain notamment. Et l'objectif, la finalité de tout ça, c'est de bien sûr faire du marketing pour la fondation VeChain, mais surtout, j'imagine également, de repérer des talents, de recruter des développeurs, parce que l'objectif en ce moment du VeChain, c'est de recruter. Voilà. Donc là, vous savez tout pour la feuille de route de ces prochains mois, des événements en lien avec la fondation VeChain. Et je passe sur dernière petite information, et pas des moindres, hein, c'est vraiment une grosse information que vous allez voir ici. C'est à travers une petite vidéo, à travers une petite tweet, que je vous montre ici, un gros tweet même, avec beaucoup d'informations de la fondation VeChain directement, qui rappelle donc qu'elle travaille depuis 2019 sur en fait l'intégration, la mise en place d'une économie circulaire. Donc très important, c'est que maintenant, la volonté première, l'objectif premier de la fondation VeChain, c'est de en fait changer l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'économie telle que nous la connaissons, elle est linéaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment d'échanges, disons que dans une ligne droite, où vous avez notamment des échanges entre plusieurs acteurs économiques, eh bien c'est linéaire. C'est-à-dire que vous avez un acteur qui est, on va dire, A, qui parle à l'acteur B, mais cet acteur A ne parlera jamais avec l'acteur C, par exemple. Et de même, l'acteur C parle avec l'acteur B, mais ne parlera pas avec l'acteur A. C'est un peu l'image grossière hein, que je vous dis là. Eh bien, VeChain veut changer ça à travers, vous savez, leur white paper
donc 3.0 qu'ils ont mis en place avec Boston Consulting Group, ils veulent créer justement, et ils le disent ici, ils l'ont mis là, une économie circulaire, c'est-à-dire justement qu'au lieu d'avoir une ligne droite avec des intermédiaires et des entreprises, des acteurs qui ne se parlent jamais, eh bien créer plutôt une économie en rond, en cercle, de façon à ce que tout le monde, en fait, communique avec tout le monde à travers justement des informations, des datas traçables à souhait. Voilà ce que veut faire en fait réellement le VeChain. Donc c'est pour ça qu'ils révolutionnent totalement les choses et sur tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place leur système de blockchain biosphère, notamment avec la biosphère là, que vous avez montré dans leur white paper. C'est justement parce que cette économie circulaire correspond réellement à, au niveau de l'image, de l'analogie, à une planète en fait qui est révolutionnaire. Enfin, à ce niveau-là. Je pense que vous avez compris le système. Bon, et donc pour en revenir à tout ça, ils viennent de déclarer qu'ils ont mis en place en Chine notamment une DApp, ce qu'ils appellent ça, c'est-à-dire une application mobile, une application de tout court, en lien avec BYD. BYD, je rappelle que c'est une marque chinoise, notamment automobile, qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur au niveau mondial. Et donc, déjà, ils ont un partenariat officiel avec cette entreprise-là, la fondation VeChain et BYD. Et donc, cette application BYD, en fait, se base sur le crédit carbone. Et donc là, ils donnent un exemple. Ils disent que là, The BYD Carbon Credit App, c'est-à-dire l'application, a été, en fait, le premier exemple concret au niveau mondial de l'écosystème qui récompense les utilisateurs au niveau de leur choix par traçabilité. Et ils disent là, en conduisant des véhicules électriques BYD, les utilisateurs peuvent uploader leurs données, dans leurs data, donc à travers des smart contracts qui calculent en fait leurs empreintes carbone et les récompensent avec des crédits carbone qui pourront ensuite être dépensés dans en fait les systèmes de vendeurs qui ont adopté ce système de crédit carbone. Donc quand même assez intéressant. Et donc là, il montre la vidéo, parce que bien sûr, rien ne vaut mieux qu'une bonne image, une bonne vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Ah, donc vous voyez, donc là, ils mettent l'image, déjà, premièrement, partenaire entre VeChain Foundation et BYD et DNB. Ah, et là, ils mettent la The DApp, c'est-à-dire l'application collecte des données des véhicules BYD qui sont, quand ils roulent, hein, donc là, ils voient donc le kilométrage, la consommation d'essence, la consommation électrique. En utilisant les smart contracts déployés sur la blockchain du VeChain, les données sont transformées en crédit carbone. Et donc ça, basé sur une formule, hein, ce que je lis, hein, une formule de réduction qui a été créée par DNV justement. Carbon credits are issued to car users according to this formula. Apps installed on BYD energy vehicles collect driving data through open APIs on DI-Link. Ok, donc là, ils ont un système d'intelligence artificielle justement qui permet de collecter ces données-là. Donc on voit qu'il y a vraiment la place, vous voyez, de l'intelligence artificielle. This is the BYD DI-Link carbon credit data on the carbon credit platform. Once the app is launched, a login interface with a QR code will pop up. Donc là, on voit que déjà, quand ils sont sur le tableau de bord du véhicule électrique de BYD, eh bien, quand ils ont fini de rouler, il y a un code barre qui pop-up, comme ils disent, hein, sur le tableau de bord, et ils peuvent ensuite donc, le scanner. On peut voir. Et autoriser à synchroniser les datas en fait, en lien avec le véhicule. Tout simplement, pour derrière, vous voyez, là, il y a recueillir quelque part leur crédit carbone, leur token carbone, c'est-à-dire une crypto-monnaie, on imagine, c'est des tokens, et on voit en plus, vous voyez, c'est bien la marque BYD en lien avec la fondation VeChain. Et là, vous allez voir, donc là, c'est tous les... justement, je parlais des vendeurs, et bien derrière, ils pourront dépenser ces crédits carbone, justement, chez d'autres vendeurs qui acceptent cette crypto-monnaie, au final. C'est une crypto. Hein. Voilà, donc c'est du lourd au final, c'est du très très lourd. Et on voit que là, on arrive dans un monde, finalement, lié au VeChain, bien évidemment, qui est en train justement de mettre en place, donc on connaissait la théorie, et maintenant on voit la pratique de plus en plus, et notamment en Chine, parce qu'en Chine ils sont en avance,
là-dessus. Et on sait que la Chine, bon, bah, il n'y a pas que sur ça que ça en avance, hein. Malheureusement pour le coup. Donc, vous voyez que là, le VeChain continue de tout balayer sur son passage, on peut le dire. Bon, donc sur ce, je rappelle effectivement que je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment, que ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement dans cette vidéo, et que je n'ai aucun lien, bien évidemment, avec tous les projets que je présente. Je suis indépendant totalement. Voilà les amis, sinon je vous invite à voir ma vidéo sur le VeChain pour vous présenter le projet, les points, les avantages, mais aussi les inconvénients au niveau de la centralisation, enfin, que je vous ai déjà rappelé là, ici, donc voilà. Et puis sinon, bah, écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire le prochain projet est VV Digital Collectibles. Voilà, alors regardez, là on a... Je vais, comme d'habitude, passer en revue les drops qu'il y a eu la semaine dernière et cette semaine également en début de semaine. Donc, vous avez eu un drop de Stan Lee. Donc, je rappelle que Stan Lee, c'est le créateur, hein, des comics, certaines comics, en tout cas Marvel, de l'auteur. Et effectivement, donc, il est décédé il y a quelques années. Donc, c'était là, c'est un hommage qui a été rendu à Stan Lee par VV Digital Collectibles. Bon, à travers ce drop. Ensuite, je continue au niveau des drops. Vous avez également... Donc, The Incredibles, comme vous pouvez voir, les Invincibles, je sais plus comment c'est, les Irréductibles, les Invincibles, je sais plus comment on appelle ça. Et c'est The Incredibles avec une petite animation sympa, comme vous pouvez le voir, juste là, avec le père des Incredibles. Je continue avec les drops, cette fois avec Obi-Wan et Anakin. Donc là, on a un comics de Star Wars au final. Donc on voit vraiment que VV Digital Collectibles, ils continuent de développer leur partenariat avec les comics. Et ensuite, donc très important, effectivement, donc là, il faut que je rappelle qu'en ce moment, depuis le 19 juillet, c'est-à-dire depuis hier, et ça va durer jusqu'au 23 juillet, c'est-à-dire dimanche, eh bien, VV Digital Collectibles et l'entreprise Ecomi participent au Comic Con de San Diego, donc aux États-Unis. Et là, vous allez voir, donc là, j'ai effectivement le principe, c'est juste qu'ils font à travers cette vidéo-là, c'est qu'il montre qu'il y a un jour correspond à un drop en lien avec l'événement Comic Con de San Diego. Donc là, vous allez voir que hier, donc il y a eu un drop de The Avenger Imposter. Le 20, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un drop de Adam Warlock, figurine. Demain, donc, ce sera un poster également. Là, vous avez Spider-Man au samedi, je n'ai même pas le temps de... Après, vous avez, et enfin, dimanche, vous aurez Iron Man, c'est-à-dire le dernier drop pour le dernier jour du Comic Con. Effectivement, il a l'air assez sympa, le Iron Man, en plus en animé, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, le principe est plutôt sympa, mais surtout, ce qui est le plus important là-dedans, c'est la visibilité que s'offre Ecomi et VV Digital Collectibles à travers sa communauté, les fans de Marvel, etc. Donc, de quoi engranger toujours plus de clients. Donc ça, c'est plutôt bon, les amis, au niveau des drops. On voit qu'ils continuent effectivement à gagner de la visibilité. Et par contre, là, j'ai une information vraiment moins sympa. Bon, après, c'est pas carton rouge, hein, mais moi, pour moi, c'est un gros carton jaune, voire qui frise le orange. C'est qu'ils ont mis à jour, ça y est, leur information sur les payouts. Vous savez que le payout, je rappelle le principe, c'est la possibilité de pouvoir vendre, enfin, de convertir ces NFT en gemmes. Et une fois les gemmes collectées, eh bien, de pouvoir les convertir en dollars ou en euros pour les mettre sur son compte en banque. C'est-à-dire retirer en fait quelque part ces NFT et les convertir en dollars, en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc ça y est, ils ont annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, premièrement, je commence par la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé un fournisseur de paiement notamment pour l'Europe. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des requis nécessaires qui sont, mais je ne sais même pas où sont allés les chercher, tellement c'est catastrophique au final, puisque vous avez en fait dans leur... vous allez voir, c'est une catastrophe. Vous avez dans leur requis, déjà, vous devez impérativement avoir une balance minimale de 500 gemmes pour être qualifié au payout. Donc déjà, je vous laisse même pas imaginer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas 500 gemmes, même pas vous pouvez retirer votre argent. Vous n'êtes même pas éligible en fait, même pas, vous pouvez même pas retirer, c'est que vous n'êtes pas éligible, carrément. Ensuite, il y a un minimum de 100 gemmes pour un retrait, vous ne pouvez pas retirer moins. D'accord. Ensuite, au niveau des transferts bancaires, vous avez entre 5 et 7 jours. Donc déjà, pour vous donner une ordre d'idée, même les plateformes comme Binance, pour retirer par exemple des fonds crypto, quand vous utilisez un virement SEPA, c'est maximum 2-3 jours. Pour vous dire, déjà, vraiment, je ne sais pas où ils sont allés chercher leurs fournisseurs, mais déjà, c'est une catastrophe. Ensuite,
bon, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, la catastrophe de catastrophe, c'est maintenant les frais de transaction. Vous allez voir, au début, moi, je trouvais que c'était une blague, tellement c'était énorme. Donc déjà, vous avez 10%, notamment de frais de transaction, pour n'importe quelle transaction de retrait, hein, déjà de base. Et ils disent, en plus, hein, de ces 10% de frais de transaction, vous avez donc 1 dollar de frais de retrait pour les banques, enfin pour les banques américaines, et pour les autres pays, c'est-à-dire même les pays européens, vous avez 20 dollars de frais de transaction en plus des 10%. Donc en fait, ils ont donné un exemple là, et ils disent par exemple pour l'Europe, c'est-à-dire les comptes non US, non américains, si vous retirez 1000 dollars, déjà les retirer 1000 dollars comme ça, eh bien sur les 1000 dollars, vous avez 10%, donc déjà qui sont pris en frais de transaction par VV, donc les mecs se mettent 10% comme ça dans la poche. Franchement, c'est un peu, déjà personnellement, je trouve que c'est un peu du... Bon voilà. Ensuite, sending, après c'est les banques, donc de virement pour envoyer des fonds, ils vous prennent 20 dollars. Et après, vous avez votre banque qui réceptionne l'argent donc, que vous avez envoyé à travers la première banque, qui prend 15 dollars. Donc au final, quand vous avez utilisé 1000, enfin quand vous avez retiré 1000 dollars dans votre compte VV, à la fin, vous recevez 860 dollars. Donc là, enfin, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, c'est vraiment, hein. Mais personnellement, jamais de la vie, je vais utiliser leur système de payout. Je veux dire, je préférerais encore qu'ils disent, nous, on n'a pas de système de payout, qu'on nous proposait une daube pareille, désolé de l'expression, mais enfin, c'est-à-dire que là, ils nous prennent, mais pour des Américains, hein, clairement, ils nous prennent pour des Amerlocs, là. Et même les Américains, ils payent moins cher dans leurs frais de retrait. Donc après, c'est conscient qu'ils ont choisi leur intermédiaire, ils n'ont peut-être pas le choix, donc c'est pour ça que je tempère mes propos quand même, mais enfin, il aurait mieux fallu qu'ils visent la qualité en termes de fournisseurs, de prestataires de paiement, que enfin, d'autoriser une chose pareille, parce que là, la confiance, elle va encore prendre un coup, quoi. Et, et personnellement, enfin, clairement, jamais j'utiliserai leur système de payout, hein. Même si j'ai par exemple 10 000, je suis loin d'avoir 10 000 sur le compte VV, mais même si j'ai par exemple 5 000 ou 3 000, 4 000, jamais j'utiliserai leur système pour virer, pour perdre 20%, enfin 15% de frais, parce que derrière, il faut pas oublier qu'il y aura peut-être le système des impôts également. C'est-à-dire que les NFT, là, ils sont en train, même au niveau de la loi MICA, de réfléchir à des impôts universels, enfin, au sein de l'Union européenne, pour les NFT. Voilà. Donc si vous rajoutez en plus les impôts, on va dire 30% comme pour les cryptos, allez, soyons fous. Donc déjà là, vous avez 40% minimum de vos fonds qui partent dans des frais, dans les impôts, etc. Donc là, déjà, c'est même pas intéressant, parce que ça veut dire que toute votre plus-value, elle va se faire exploser, au final, si vous faites des plus-values, par leur système de payout. Donc déjà, c'est même pas intéressant. Donc après, pour rester quand même, prendre du recul et rester réaliste, c'est peut-être au début leur fournisseur de paiement, parce qu'ils n'ont pas le choix, etc., comme je vous dis, mais quand même, vraiment un peu déçu. Et surtout derrière, ce qui va faire la différence, c'est quand ils vont proposer le système qui permet de convertir ces gemmes en crypto-monnaie. Donc là, c'est peut-être pour moi leur plan B qui va devenir leur plan A, clairement. Et là, je les attends vraiment au tournant. Parce que là, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se loupent là-dessus. S'ils proposent des frais de transaction du même acabit pour les conversions des gemmes en crypto, là, clairement, ils signent leur arrêt de mort, je pense, parce que beaucoup de personnes arrêteront au final voilà, ou alors, par exemple, des personnes pourront juste pour acheter, par exemple, les comics et les lire. Mais ce sera plus du tout dans un terme d'achat, même d'achat, de vente, vous savez, même de transactions, de trading au niveau des collectibles digitaux. Donc là, ils risquent de perdre quelques clients au passage. C'est pas une bonne idée. Bon. Voilà, donc là je vais vraiment me prévenir, parce que là c'est vrai que un petit peu dramatique leur système là-dessus. Bon, certes, là-dessus il vaut mieux rigoler qu'en pleurer, mais sinon, quand même c'est fou, hein. Sinon, je vous invite à voir le projet, parce que le projet en soi, quand même, dans le fond, il reste solide, il reste vraiment sympa. Donc si vous voulez voir plus d'informations sur comment fonctionne l'application VV, etc., je vous invite à voir la vidéo. Hop, et sinon, ben, je continue au prochain projet, c'est-à-dire Ultra. Si ça va bien marcher,
Donc, première information de Ultra. Donc, au niveau de la plateforme, ça va être des jeux vidéo qui veulent concurrencer Steam. Donc, déjà, j'aime bien dans leur communication, c'est qu'ils sont vraiment extrêmement précis. Et c'est vrai que ça fait la différence, notamment, sans vouloir taper sur Ecomi, mais on voit vraiment un différent de professionnalisme, en tout cas au niveau de la communication et des jalons de projet. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence, même au niveau des équipes, et on voit vraiment que les équipes font toute la différence, je le rappelle. Bon, donc sur ce, ils viennent de recruter leur 100e membre, enfin au niveau de leur équipe. Ils ont même fait une vidéo pour présenter en plus, vous voyez, les personnes travaillent en fait au niveau d'Ultra. Donc je trouvais vraiment très intéressant parce que vous voyez, c'est des petites présentations. Donc bien sûr, je n'ai pas tout passé, hein, mais je trouve ça vraiment sympa, que ça donne vraiment une image. Et en plus, ils se présentent, donc ça renforce la confiance et le lien entre la communauté, les investisseurs du projet et également donc derrière le projet en soi, l'équipe d'Ultra, etc. Donc vraiment bravo à eux, on voit vraiment qu'ils respectent leurs jalons. Et en plus, si j'ai dit ça, c'est parce que derrière, vous avez une autre annonce d'Ultra, c'est que ça y est, ils ont finalisé, ils sont encore en la phase 2 de test, pardon, pour être précis dans les propos, et bien, où ils disent que ça y est, ils ont réussi à mettre en place le système de tokenisation de leur premier jeu, leur premier titre, on va dire payé, hein, que vous pouvez acheter sur le Ultra Games comme un NFT unique, c'est-à-dire. Et donc, c'est-à-dire que là, c'est un prototype, hein, si on comprend bien les choses. Donc, c'est pas encore tradable, comme il le dit là, c'est non tradable, c'est non transférable, parce que c'est le premier, que c'est un prototype, etc. C'est encore en phase de test 2. Mais en tout cas, il voit que là, c'est un jalon excitant. Il parle vraiment de milestone ici. Et ils peuvent voir qu'en fait, ça y est, on se rapproche de plus en plus du système où vous aurez la possibilité de faire du trading au niveau des copies digitales des jeux sur le marché secondaire, exactement comme si ça avait été un marché physique de copies physiques. Donc déjà, je pense que quand ils vont arriver vraiment à mettre ça en place, ça va être vraiment l'explosion nucléaire pour ce projet, parce que derrière, les gens, en fait, n'ont tout simplement. Alors après, il faut qu'ils aient plus quand même de jeux AAA, du genre Assassin's Creed, tout ce genre de jeux, peut-être Grand Theft Auto, ce genre de trucs-là qui sont vraiment très connus, Call of Duty. Là, il y a des millions de joueurs qui se lancent dessus. Mais le jour où ils vont arriver à ce niveau-là, enfin, on l'espère, hein, on verra bien s'ils y arrivent. Mais s'ils y arrivent, vraiment, ils auront une révolution réelle à donner au marché du jeu vidéo digital. Bon, donc ça c'était tout. C'était la petite et grosse information de la semaine pour ce projet Ultra. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Ultra, à voir la vidéo pour vous présenter le projet. Enfin, je vais présenter notamment avec les points avantages et inconvénients. Bon, voilà. Et sinon, bien, on passe à la suite, c'est-à-dire à Ripple. Et là, vous allez voir, il y a du lourd, hein, forcément, parce que vous avez entendu parler forcément des nouvelles hein, cette semaine, la semaine dernière. Donc déjà, première information qui n'a rien à voir réellement avec le Ripple en tant que tel, c'est Futureverse. Donc Futureverse, c'est un leader révolutionnaire en tout ce qui est l'intelligence artificielle, et notamment les technologies métaverses, vous voyez, c'est écrit là. Et notamment, donc là, ils annoncent sur leur tweet, enfin, sur leur compte Twitter, qu'ils sont excités parce qu'ils ont réussi à faire une levée de fonds de 54 millions de dollars de série A, grâce à un organisme de levée de fonds, également avec la participation de Ripple. Donc on voit quoi? On voit qu'en fait Ripple, en plus du reste, je rappelle que déjà ils sont dans les CBDC, dans tous les niveaux, dans la révolution du système bancaire du réseau Swift, quand même pas rien, déjà rien que ça c'est une révolution, mais en plus ils sont en train vraiment de mettre les deux pieds de géant dans le métaverse à travers des partenariats, vous voyez, avec ce genre d'entreprise. Donc c'est vraiment très sympa, et en plus avec des levées de fonds quand même assez conséquentes, 54 millions de dollars, c'est pas rien. Première information pour vous dire, là il y a un virage également là-dessus pour Ripple. Et bien sûr, après je continue, autre information, notamment de Ripple, c'est que là ils ont rappelé à travers, alors ils avaient déjà fait un article là-dessus, c'était un peu un sondage, ils ont mis à jour cet article-là, et ils rappellent que 80% des leaders de la finance globale s'attendent vraiment à ce que l'utilisation des cryptos dans leur business explose quelque part ou commence réellement dans les 3 prochaines années. Demain, c'est demain. Donc, oui, il y avait un rapport de 2023 là-dessus. Donc, c'est très intéressant parce que ça montre quoi? Ça rappelle quoi? Ça rappelle simplement l'entrée de BlackRock également dans le business des cryptos. On l'a vu avec les demandes d'ETF Bitcoin. Et surtout,
ça rappelle également la victoire, là on va arriver bien sûr sur le sujet de la semaine précédente, hein, de la victoire de l'entreprise Ripple contre le régulateur américain, la SEC, donc avec effectivement un verdict qui a été rendu par la juge Analisa Torres, donc la semaine dernière, qui déclare que le XRP n'est pas un titre financier et donc n'est pas une security. Donc ça révèle quoi? Ça révèle que tout simplement que la SEC, que l'enjeu, je rappelle, de ce procès-là, c'était le fait que la SEC demandait et imposait le fait que le XRP était une security et donc tombait sous la juridiction de la SEC. Mais ce n'est pas le cas, puisque le tribunal américain, la justice américaine a tranché, a dit non, la juridiction ne doit pas aller à la SEC finalement. Donc déjà c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le XRP, pour l'entreprise Ripple, qui va pouvoir continuer à se développer sans entrave, mais surtout c'est une bonne nouvelle également pour l'industrie crypto, parce que là on a effectivement pour la première fois un cas de jurisprudence, parce qu'il faut savoir que là la SEC, alors je vais vous montrer un article hein, bien sûr de Ça veut bien marcher. Je vais vous montrer un article donc du journalducoin.com, donc guerre Binance SEC, 61 crypto-monnaies en danger et 100 milliards de capitalisation à risque. Donc effectivement, première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas que XRP qui est dans le collimateur de la SEC. Vous aviez également Binance, vous aviez les plateformes exchange comme Coinbase, Kraken, etc. Et vous aviez également, exactement comme le XRP, vous aviez 61 crypto-monnaies qui étaient considérées comme la SEC comme étant des securities et donc qui devaient tomber sous la juridiction de la SEC. Mais comme là on voit que le XRP a gagné sa bataille dans un premier round, hein, c'est le premier round, eh bien on voit que finalement, peut-être que, déjà pour les prochaines affaires en justice potentielle entre la SEC et d'autres crypto-monnaies, eh bien ce cas de jurisprudence va permettre en fait à ces crypto-monnaies-là d'avoir déjà un avantage de base au niveau juridique contre la SEC. Donc déjà, c'est une très mauvaise nouvelle, hein, clairement pour la SEC, et c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie crypto dans son ensemble, malgré le fait qu'à première vue, on pourrait croire que c'est uniquement XRP et la SEC qui sont concernés. Non, ça va bien au-delà de ça pour les raisons que je vous ai citées. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, clairement. Et puis maintenant, pour en revenir donc, à la SEC, autre nouvelle, après il faut rester prudent. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a l'euphorie, on voit que le XRP il a pris 60% en quelques heures, la semaine dernière, avant de retomber un petit peu, de se stabiliser. Mais il faut savoir que la SEC va sûrement faire appel. C'est-à-dire que là, quand je vous dis que c'est le premier round, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit fini définitivement, que l'affaire soit close. Non. C'est-à-dire que là, à mon avis, la SEC va faire appel, et ça va encore traîner en longueur quelques années peut-être. Et pourquoi je pense que la SEC va faire appel, c'est justement pour la raison que je vous ai citée au préalable, c'est qu'il y a une histoire d'image derrière. C'est-à-dire que là, la SEC, elle se traîne un boulet derrière elle, c'est le fait qu'il y a un cas de jurisprudence contre elle. Donc, en plus, on sait que ces organismes-là, ils n'ont pas de problème d'argent pour payer les avocats et tout, donc, à mon avis personnel, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais mon avis personnel, c'est que la SEC va continuer à faire appel, ou alors parce qu'elle ne fera pas appel, parce qu'elle considère que ça va traîner encore plus son image dans la boue si elle s'obstine dans cette voie-là contre le XRP. Peut-être. Après, on verra bien. En tout cas, il faut s'attendre à ce que le combat ne soit pas fini. Bon, donc sur ce, les amis, je vous invite à voir la vidéo sur le XRP juste ici sur Ripple. Je vous explique vraiment le projet sur qu'est-ce que ça révolutionne au niveau du réseau Swift bancaire. Et puis sinon, on passe à la suite, c'est-à-dire les actualités crypto plus générales. Donc allez, c'est parti. Je vous montre quelques articles en plus, notamment de cryptost.fr ici. Avec ETF, Bitcoin, Spot, la SEC commence à examiner les dernières demandes. Une première réponse est attendue pour août. Donc effectivement, là vous le savez, donc ça fait grand bruit dernier temps, vous avez BlackRock, donc les leaders des marchés financiers mondiaux, vous avez beaucoup d'entreprises du même acabit que BlackRock qui ont suivi le mouvement, qui sont jetées sur le Bitcoin Spot, sur les ETF bien évidemment, et l'objectif c'est pour ces entreprises-là de se faire du pognon et d'essayer de rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Bon, donc il faut savoir déjà que là au niveau de la SEC, il y a 6 demandes qui ont été acceptées par la SEC en termes d'études, c'est-à-dire que ce n'est pas accepté la demande, c'est-à-dire que la SEC a accepté d'étudier les affaires. Déjà, c'est pas pareil, mais déjà, c'est un grand pas. Et donc, vous en avez 6 entreprises qui ont eu l'autorisation
d'avoir si vous voulez, d'avoir une étude sur leur demande. Alors déjà, vous voyez le délire. Donc, c'est pas encore gagné. Et surtout, au niveau des deadlines, on voit que là, on a la SEC a entre 45 et 240 jours maximum pour rendre son verdict. Donc, c'est-à-dire que ça ramène à mars 2024 pour une réponse du régulateur américain notamment. Donc, on voit que là, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà qu'il y a effectivement enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même. Parce que là, on voit qu'il y a, dans la même semaine, on a Ripple qui a gagné son combat dans un premier round contre la SEC. Et en même temps, vous avez BlackRock et toutes les entreprises qui dirigent le monde financier, les marchés mondiaux avec les actions en bourse, toutes les entreprises du CAC 40, etc., qui font leur demande pour rentrer sur le marché du Bitcoin. Et là, vous avez la SEC, qui commence à avoir vraiment son image un petit peu écornée, là, dans tous les sens, qui est très centralisatrice au niveau des demandes ETF Bitcoin Spot. Donc, ce qui se passe là, c'est que je pense qu'ils n'auront pas le choix, la SEC, que d'accepter, parce qu'on sait que BlackRock dirige tout ce petit monde. Derrière, les politiciens, la géopolitique tourne autour de l'argent et donc des marchés financiers et donc des acteurs qui possèdent les marchés financiers, c'est-à-dire BlackRock et compagnie. Donc, je pense que tout ça, c'est une question de pipeau. Ils vont nous faire mariner, mais je pense qu'en finalité, je m'avance peut-être un peu, là beaucoup même, à mon avis, ils n'auront pas le choix, la SEC, que de valider au moins quelques ETF et Bitcoin Spot, ils ne pourront pas retarder l'échéance. Voilà. C'est mon avis, je peux me tromper, je rappelle, mais quand on sent le vent tourner, là, à mon avis, voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, regardez, j'ai un autre article de Coins.fr, Société Générale, Forge, premier acteur agréé PSAN. Donc là, quand j'ai vu cette nouvelle, franchement, j'ai éclaté de rire. Parce que, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que depuis des années, on a les acteurs, les régulateurs qui n'arrêtent pas de nous dire le Bitcoin, c'est pour les fous, les criminels, les bandits, ce que vous voulez. Et là, on a donc la Société Générale, dans un cadre, dans un contexte où vous avez la loi MiCA qui est en train de sortir justement pour réguler les crypto-monnaies, dans un cadre où vous avez les Américains qui intensifient leur guerre contre l'industrie crypto, eh bien, vous avez une filiale de Société Générale, tranquillement comme lettre à la poste, qui est la première entreprise en Europe, en France, à obtenir l'agrément PSAN. Parce qu'il faut savoir que donc, PSAN, ça veut dire prestataire de services d'actifs numériques. C'est-à-dire, c'est les entreprises, quand elles veulent vendre ou proposer des services en lien avec les actifs numériques comme les crypto-monnaies ou les NFT, eh bien, elles doivent déjà avoir au préalable, au minimum, un enregistrement aujourd'hui PSAN. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises que vous connaissez, même Binance, alors non, c'est plus Coinbase, mais Bitpanda par exemple, et Coinhouse, eh bien, ils sont enregistrés PSAN, mais ils n'ont pas l'agrément PSAN. C'est une grosse différence. Et donc, par exemple, la loi MiCA, c'est que ce qu'elle exige pour la loi MiCA, donc, qui va rentrer en vigueur en 2024, c'est que justement, toutes les entreprises, si elles veulent vendre des actifs numériques en Europe, soient agréées PSAN. Et donc là, sorti de nulle part, vous avez la filiale de Société Générale qui obtient l'agrément carrément, même, alors qu'elle n'était même pas, je crois, enregistrée PSN à la base, elle est passée directement. Alors, j'ai peut-être une bêtise, mais en tout cas, sort de nulle part, quoi. On n'a jamais entendu parler. Et d'un coup, elle obtient l'agrément PSN. Et si je rigole encore plus, c'est parce que derrière, j'ai notre petit article, je ne peux plus m'empêcher de faire un petit peu d'humour, les amis. Un article de Le Figaro qui date de 2018, de novembre 2018, avec la Société Générale qui avait été condamnée à 1,2 milliard d'euros d'amende. Dollars, peut-être. Donc là, petite analogie entre les terroristes, les criminels qui utilisent le Bitcoin. Et de l'autre côté, vous avez les banques, elles, tranquilles, 1,2 milliard d'amende, tranquille, et eux, ils obtiennent l'agrément en ce moment PSAN, mais alors, ligne droite pour eux, boulevard. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on remarque sans prendre du recul? On remarque que les institutionnels, avec un fer de lance comme BlackRock et toutes les entreprises du même acabit sur les marchés financiers, en fait, sont en train d'avoir un boulevard justement pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies, du Bitcoin. Enfin, on voit déjà qu'il y a eu un top départ. En plus de ces entreprises-là, vous avez les banques, notamment comme Société Générale qui commence à se lancer et qui ont également un boulevard tapis rouge devant elles. On le voit bien avec l'agrément que la Société Générale a obtenu très facilement et très rapidement à travers la filiale Forge. Et donc derrière, c'est pour ça que je me dis que là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que BlackRock, ils n'ont aucun problème à avoir leur approbation. Enfin, je pense, Bitcoin Spot, après on pourra avoir une surprise. Mais en tout cas, quand on voit ce qui se passe là,
c'est qu'il y a un détournement. Ils ont bien massacré les plateformes exchange crypto pour mettre en place justement le boulevard pour les institutionnels, les banques, etc. Et comme par hasard, à partir du moment où, où les industries crypto, les plateformes exchange ont été mises à mal, eh bien les banques, les marchés financiers disent ah finalement le Bitcoin c'est pas mal. En fait c'est bien le Bitcoin, mais que quand on peut se faire du pognon avec nous et pas les autres. C'est ça en fait qui se passe, clairement. Donc on rigole sur pareil au final, pareil. Et sinon, eh bien, écoutez, je passe à dernier petit article, donc rien à voir. Donc, j'ai fini avec les actus crypto, on va dire général. Et maintenant, dernière petite information donc, du jour de la tribune.fr. Donc, pour Moscou, les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire ont des potentiels bateaux militaires. Donc là, je vous montre juste une petite vidéo que j'avais faite il y a 2 ou 3 jours, justement pour présenter la fin de l'accord sur le blé, sur les exportations maritimes de blé ukrainien entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà. Et ce qui se passe là, c'est que j'avais fait dans cette vidéo, il y a 2-3 jours, j'avais annoncé que on pouvait avoir vraiment un risque à la rentrée d'avoir une potentielle inflation énorme au niveau du blé, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine, c'est un des premiers producteurs et exportateurs au monde, justement, de blé, au niveau de l'agriculture, etc. Et donc là, en fait, le but de cet accord à la base, je rappelle, c'était justement à travers la Russie et l'Ukraine, de mettre en place un corridor maritime pour permettre en fait aux navires ukrainiens ou même étrangers de venir prendre le blé dans les ports d'Ukraine sous blocus russe et de pouvoir les exporter à l'étranger pour pouvoir éviter en fait une crise mondiale du blé. Sauf que là, cet accord a été mis en... Cet accord a pris fin donc, le 17 juillet donc, 2023, quelques jours, et ce que je disais, c'est que soit, on va avoir 2 hypothèses, soit les Ukrainiens vont arriver à s'en sortir, ils vont quand même créer leur corridor, les Russes vont jouer le jeu sans l'accord, etc. Et il n'y aura pas de problème sur les exportations maritimes de blé, et donc il n'y aura pas de répercussions sur les prix du blé à l'échelle mondiale. C'est la première hypothèse, mais je croyais moyen. Je vous le dis en plus, vous verrez dans la vidéo. Et la deuxième hypothèse, celle que je craignais, eh bien, c'est que justement, les Russes en ont marre d'être gentils, on va dire d'être calmes. Donc ils ont décidé de s'énerver à travers justement les livraisons d'armes de sous-munitions des États-Unis à l'Ukraine. Et bien maintenant, là, on rentre plus dans la même catégorie, là c'est autre chose. Et donc, eh bien, comme par hasard, là, vous voyez, pour Moscou, les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire ont des potentiels bateaux militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les navires ukrainiens, s'ils sont considérés comme militaires, vont être coulés. C'est ça que ça veut dire. Mais également les navires étrangers, en fait. Parce que là, c'est tous les navires. Il n'y a pas que les navires ukrainiens, là. Les navires se rendant vers l'Ukraine. Donc ça veut dire que là, il y aura potentiellement, s'il y a des navires occidentaux qui essaieront de prendre du blé ukrainien, mais ils risquent de se faire couler, clairement. C'est un peu ce que prévient, en tout cas, la Russie. Voilà, et donc les répercussions là-dessus, eh bien, risquent d'être quand même assez conséquentes, c'est-à-dire que nous avons déjà une inflation alimentaire en Occident, et je vous rappelle que 47% des exportations maritimes ukrainiennes étaient destinées à l'Union européenne, à l'Europe. Donc ça veut dire que si on a 47% des exportations ukrainiennes qui du jour au lendemain sont perturbées ou arrêtées, eh bien il y aura forcément des répercussions sur les prix du blé, il y en aura moins sur le marché de l'Union européenne, de l'Europe. Et donc il y aura une inflation à la rentrée au niveau alimentaire, encore plus que ce que nous avons connu jusque-là. Donc effectivement, ça se confirme dans cette voie-là. Et c'est pour ça que je vous préviens également là-dessus, attention, à la rentrée, ça risque de chauffer au niveau des prix du blé. En tout cas, ça prend le pas. Après, on verra bien sûr. Pas de boule de cristal à ce niveau-là, on ne connaît pas l'avenir, les amis. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 33. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner également pour supporter ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, bah moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, la bise, ciao.